Salut à tous, comme on l'avait plusieurs fois teasé dans les podcasts, on va lancer un nouveau concept. C'est Thomas de la chaîne des couleurs du catch. Alors aujourd'hui je profite juste pour... je vais juste présenter l'émission du jour pour vous donner un petit peu une idée de ce que c'est. Avec plusieurs intervenants du Discord, on a décidé de se lancer dans un talk. Un talk un petit peu à la manière de l'équipe du soir ou par exemple RMC Sport pour ceux qui connaissent et qui ont la référence. On a conscience que ce talk n'est pas parfait, mais il représente déjà un premier jet, une première vue de ce qu'on veut. Donc on sait qu'il manque un petit peu de rythme, on a des petits soucis techniques, mais comme on dit, au fur et à mesure des épisodes, tout ça va s'améliorer. Nous, on a décidé de vous le proposer quand même parce que les interventions des gens qui ont parlé, j'ai trouvé ça très pertinent à la réécoute. Et je me suis dit, bon bah allez, on va quand même en faire profiter tout le monde. Et dans les commentaires, bah, vous pouvez dire ce qu'on peut faire pour améliorer. Encore une fois, tout ce qui est amélioration du son, du rythme et tout, ça c'est déjà prévu, c'est déjà en cours. Ça va arriver au fur et à mesure, pas pour cet épisode-là, mais pour le prochain et celui d'après et celui d'après. Voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec le générique et je vous dis au revoir. Salut, salut. Ladies and gentlemen, please make some noise for... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau concept sur les couloirs du catch. Ici Loman pour vous présenter les couloirs du talk. Et tout de suite, j'appelle Messiah. Salut les Bonjour gars. Messiah, comment allez-vous? Ça va très bien et toi Loman? Ça va, je vous remercie. Accueille tout de suite Netibus. Bonsoir Loman, bonsoir Messiah. Ravi d'être là. Bonsoir. J'appelle à son tour Alex. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Lunatique, êtes-vous là? Bonsoir maître, je suis bien là, ravi d'être là. Bonsoir à vous. Et enfin, j'appelle Wally. Bonsoir les couloirs, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir, ça va et toi? Ça va bien, merci. Du coup les gars, ouais, on est dans un pilote de nouvelle émission d'un talk. Je te prends la parole, maître Loman. Donc nous, on fait une nouvelle Allez-y. émission justement où on fait participer notre communauté Discord. On l'avait un peu teasé vite fait, mais sans dire ce qu'on allait faire. Et le but, c'est qu'on fasse un petit talk avec toute la communauté à parler des sujets de catch qui soient d'actualité ou qui soient dans le temps. Et du coup, Loman, qui est notre modérateur principal, on lui donne le pouvoir de nous faire les débats. Donc il va présenter un peu l'émission. Donc là, c'est un pilote. Donc du coup, on a une jolie petite équipe aujourd'hui. Et je te redonne la parole, Loman, et tu vas nous expliquer ça va être quoi les sujets et de quoi il en retourne. Eh ben, on y va. Alors, le sujet numéro 1, c'est le cas Bailey. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'elle soit dans un programme mid-card actuellement? Et qu'attendez-vous sur la suite de sa carrière? Qu'attendez-vous d'elle sur la suite de sa carrière? Le sujet numéro 2, est-ce que le fait d'être passé sur une plateforme de streaming et non plus sur une chaîne de télé, trouvez-vous que ça apporte un plus ou pas au show hebdomadaire de la WWE? Sujet numéro 3. Pourquoi, de tout temps, les clans ont toujours fasciné les fans de catch? Et après, vous finissez par le top 5 des clans dans le catch américain. Alors, premier sujet, le cas Bailey. Tiens, je laisse la parole à Nettie. Allez-y, Nettie. Je vais me permettre de refaire un petit historique sur la carrière de Bailey. Donc qui débute comme babyface à NXT. Faut savoir une chose, c'est que malgré tout ce qu'on peut croire, en fait, sa gimmick de Hug, elle ne l'a jamais aimé. Donc ici, malgré tout, elle a suivi, elle a fait le parcours complet de sa carrière jusqu'au moment, et je vais aller assez accéléré, jusqu'au moment où elle se permet de faire un heel turn. Hein. Donc je vais passer le passage Money in the Bank en 2019, si je me souviens bien, où elle gagne la ceinture, qu'elle prend à Charlotte. Donc elle fait son heel turn, et à partir de là, elle fait son vrai personnage. Euh, je pense franchement que jusque là, même si je considère que le heel turn est vraiment pas réussi parce que je n'aimais vraiment pas le personnage, pas du moins en ce qui me concerne. Euh, je pense qu'elle prend une autre dimension quand elle devient leader de Damage Control.
Maintenant, à partir de là, donc il amène jusque et c'est clair que qu'on voit vers où elle se dirige en tout cas quand elle prend qu'elle est leader de ça. Juste une chose, on voit aussi qu'elle prend énormément de poids. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a perdu énormément de crédibilité et que malgré tout, on voit qu'à à ce moment-là, elle n'est plus appréciée derrière. Jusqu'au moment où, en fait, c'est les fans qui permettent quand même jusque 2024 où elle gagne où elle reprend le titre contre Io Sky à WrestleMania. Mais je pense et j'attends vraiment voir si quelqu'un est d'accord ou alors est contre mon avis. Je pense que dans l'idée de la direction WWE, je pense qu'elle restera éternellement comme la dernière des Force Horsewomen. Il y aura toujours Charlotte en 1, il y aura toujours Becky en 2, il y aura toujours malgré tout Mercedes Moné, Sasha Banks qui sera devant elle, et puis il y aura Bayley. Et le fil conducteur fera pour moi que pour faire plaisir aux fans, elle reviendra dans sa gimmick de hug. Pour voir où ça l'amènera. Maintenant, voilà, ce n'est que mon avis à moi. C'est en tout cas ce que moi j'attends pour la suite. Eh ben, très bien, je vous remercie, Monsieur Nitti. Alors maintenant, place à Alex. Que pouvez-vous nous dire sur Bayley? Ben, il a dit beaucoup de choses, mais après, faut dire les termes. Sa première gimmick, elle était éclatée. Mis à part les enfants, je connais pas beaucoup de monde qui appréciait sa gimmick. Et je n'ai pas envie d'être méchant, mais limite, je change de chaîne quand je la voyais, quoi. Parce que c'est vraiment une gimmick détestable. Et je savais pas le fait qu'elle ne l'aimait pas elle-même, ça, j'en savais rien. Et à juste titre. Après, mid-quart d'heure, Bayley, j'ai l'impression c'est un bon underdog. On l'a vu pour WrestleMania 40, Damage Control, le fait qu'elle est très très populaire auprès des fans, c'est une bonne underdog. Mais comme les autres, comme on a eu Jeff Hardy à l'époque NT1, comme on a eu Daniel Bryan, être un bon underdog, ça fait pas de toi un bon champion. Son règne de champion, Bayley, il est oubliable, quoi. En plus, alors les rivalités, bonjour, quoi. Heureusement qu'à la fin, Stratton a pris le titre sur Nia Jax. Mais si j'ai envie de parler d'autres choses aussi, alors ça va peut-être être méchant, mais ça peut rebondir sur un autre sujet de vidéo, les couloirs du catch peuvent faire, au niveau du sexisme, pardon. Alors physiquement, les goûts, qu'on aime ou on n'aime pas, mais elle est loin d'être physiquement une femme comme peut être Charlotte, Becky Lynch. Elle a pas on va dire ce sex appeal ou ce truc comme ça. Et dans le catch que l'on voit actuellement, où c'est beaucoup sexualisé, excusez-moi du terme, elle colle pas. Donc forcément, Tonton, il va pas la mettre en avant. Vous avez fini? Oui. Je vous remercie, Alex. Maintenant, bah, place à Lunatic. Vous pouvez développer. Merci beaucoup, Maître Loman. Ben, dans mon cas de figure, je vais être assez rapide, hein, parce que j'ai rien de plus à rajouter ou à compléter au sujet de Bayley. Hein. Donc, avec tout l'amour que j'ai pour Bayley, c'est-à-dire proche de zéro en soi. Mais sinon, en termes de carrière, ben, je trouve quand même qu'elle a surperformé par rapport à ce qu'elle était destinée à avoir. Mais sinon, ouais, en Bayley actuellement, il y a d'autres personnes en fait qui sont plus légitimes qu'elle dans une place en main event. Du coup, ben les programmes de mid-card, essayer de faire monter d'autres personnes, se mettre peut-être en avant dans des petites rivalités secondaires, ben c'est le mieux qu'elle puisse faire aujourd'hui, quoi. Que ça soit à la WWE, même à la AEW, là où certains prétendent qu'elle doit partir à la AEW, c'est pas forcément une bonne idée. Elle pourrait avoir un programme avec Mercedes Moné, mais ça va s'arrêter là, elle sera noyée dans la masse. Donc, en gros, en soi, Bayley, elle s'entend plutôt bien. Et la place qu'elle a actuellement, bon, ils essayent un nouveau personnage avec elle. J'accroche pas, mais bon, c'est pas le sujet. Mais en soi, ben, c'est pas inintéressant pour autant, quoi. La place qu'elle occupe pour autant, et on connaît déjà son importance.
J'ai fini mon pour parler, maître. Je vous remercie. Et bon, bah, je donne la parole tout de suite à Wally. Merci Sensei. Alors moi, je vais rejoindre les propos de Netibooth et je vais un peu les nuancer et je vais rebondir sur ce que tu auras pu dire, Monsieur Levesque, notamment vis-à-vis de son physique. Pour moi, Bailey, il y a un moment qui l'a tué, je trouve, dans le main roster, c'est lorsqu'elle a débuté sa rivalité en 2017 avec Alexa Bliss, avec l'horrible segment qu'on avait eu des Your Life, où ça a complètement tué son momentum. Ça a complètement tué son momentum, et elle a eu énormément de mal à se relever ça, surtout qu'en plus elle s'est été blessée lors de cette feud. Et selon moi, je trouve que entre cette période-là jusqu'à son heel turn en 2019, Bayley c'est pas fou. C'est pas fou honnêtement. Et là où je rejoins Netibou, c'est que pareil, je trouve aussi que des cartes Force Women, Bayley elle est en quatrième position en fait. Pourtant à l'époque d'NXT, on imaginait un futur plus brillant pour elle. En tout cas, moi personnellement, je lui attendais j'attendais d'elle qu'elle devienne une star du même niveau en fait que Mercedes, que Becky Lynch et que Charlotte. Euh, et donc sur ce que j'attends d'elle pour la suite, honnêtement, pas grand-chose. À la WWE, on n'attend pas grand-chose. Peut-être à la All Elite, pourquoi pas, mais selon moi, et c'est là que je rejoins aussi Lunatic, c'est que elle va feuder avec Mercedes, mais ensuite qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que les gens veulent l'avoir à l'All Elite pour l'avoir feudé ou s'associer à Mercedes, sauf que c'est quelque chose en fait qu'on connaît déjà à la WWE, donc ça va être du réchauffé. Ça va être du réchauffé. Euh, et donc non, j'en attends pas grand-chose d'elle à la WWE. Et mon dernier point, et c'est là où justement je reprends ce que tu as pu dire, Monsieur Levesque, c'est vis-à-vis de son physique, où comme tu l'as dit, elle a pris quelques kilos, mais quand tu vois en fait les gens sur Internet, t'as pas mal de gens qui semblent fantasmer justement sur son physique. Moi, ce que j'aime bien, c'est que au final, à l'inverse d'une Charlotte Flair avec les pare-chocs avant, Bayley ne joue pas sur le physique, même si elle pourrait le faire. Elle pourrait très honnêtement le faire, mais elle ne le fait pas. Et je me souviens même que durant une interview, je crois que c'était pendant la Road to WrestleMania où elle allait affronter Io Sky, elle parlait de ses fameuses tics, où en gros elle disait que oui j'ai des tics, mais voilà ça fait partie de moi, mais sans pour autant le sexualiser. Donc voilà pour moi sur la question de Bayley. Ok, bah, je vous remercie, Wally. Et puis du coup, on va passer au professeur, au professionnel. Je sais que Messiah, il avait une théorie sur Bayley. Alors les gars, vous avez été très pertinents. Vous avez abordé plein de sujets que j'aurais voulu aborder, donc je vais pas revenir sur tous vos points. Mais je suis assez d'accord avec d'être venu, hein, sans doute. Ouais, c'est ça. Je vais être assez beaucoup plus bref que vous, je pense, parce que je suis assez d'accord avec la majorité de vos points. C'est qu'en fait Bayley, elle faisait partie des Four Horsewomen, donc du coup elle était importante pour la Women's Revolution. Elle est arrivée après, mais c'est elle qui a lancé le truc sous le lead de NXT Black and Gold. C'est elle qui avait fait les plus gros matchs face à Sasha Banks, tout ça. Et qu'après, elle est arrivée un peu plus tard avec le personnage de Hugger. Vous avez dit ce que vous en pensez. Moi, j'avais aucun a priori sur la gimmick, mais pour moi, comme justement ça touchait entre guillemets les enfants, et que c'était pour un public d'enfants, je pensais que ça allait vraiment marcher, parce que entre la gimmick d'Underdog et le côté un peu Cena, je sais que Lunatic est pas du tout d'accord avec ça, mais que en fait ça les attirait quoi, et qu'en fait ça pouvait vendre, je pensais que ça allait marcher. Ça a pas marché du tout, elle a été enterrée surtout dans sa rivalité avec Alexa Bliss, elle s'est jamais relevée hein, du CC sur Life. Voilà. Et excusez-moi, petit problème technique. Mais là, ouais, elle a eu un pic de montée. Donc post départ de Sasha Banks, on l'a montée grâce à son heel turn, tout ça, son nouveau personnage qui était un peu spécifique et tout ça.
un peu spécifique. Et du coup, elle a réussi à avoir un main event, elle a réussi à avoir un gros match à WrestleMania où elle reprend le titre, où elle retourne face en gardant son personnage actuel. Et en fait, je trouvais ça très cool parce qu'elle avait un gros fan following. Mais après ça, c'est là où on a commencé à descendre vraiment et que ça a complètement tombé en mid-card. Mais vous avez raison, en fait, sa place est en mid-card, en fait. Donc, je pense que j'étais pas tout à fait d'accord par rapport à ça. Oui, Loman? Alors en fait, il y a Netty qui voulait justement vous dire quelque chose. Oui, vas-y, Nettie, excusez-moi. Oui, c'est un petit peu par rapport à tout le monde parce que dans les commentaires qu'on a posés, j'ai remarqué un truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé du in-ring. Et moi, je trouve qu'au niveau du in-ring, si on compare avec les trois autres Horsewomen, elle a pas du tout progressé. Oui, elle a Euh, stagné, je suis assez d'accord. ouais, elle a vraiment, et ça aussi justifie. Bon, Charlotte, il fut un temps où c'était, et de loin, je pense, la meilleure catcheuse nord-américaine, très certainement suivie par Sacha. Et maintenant, je pense que c'est Sacha qui est devant. Becky, on l'a déjà parlé dans un autre watch along. Becky, elle a été tellement over qu'elle était même plus over que certains mecs. Et à un moment même, c'était elle qui avait le plus. Belly n'a jamais vraiment eu ça. Maintenant ici, si on doit parler vraiment in ring, c'est la seule vraiment qui a stagné et même toujours maintenant, elle stagne. Moi, je trouve Même même qu'elle a en termes de, elle a régressé, justement, et voilà, exactement. Et justement, j'y arrivais. Maintenant, on peut même dire qu'elle a régressé. Maintenant, ça n'a pas son avantage. On l'a dit. Elle a pris un peu de poids, donc c'est moins facile. j'allais dire son Mais en physique plus, doit pas aider et l'âge et aussi. l'âge. Exactement, l'âge avance aussi. Donc, c'est plus maintenant qu'elle va commencer à faire des 450, hein. Ça, c'est à fait de certain. Mais de base, ça faisait pas partie Son de niveau son in-ring. in-ring. Oui, alors Son vous avez pas niveau de... in-ring, c'est quoi? Vas-y, Wall. Alors sur une échelle de 10, son in-ring, je mettrais un bon 6, dans la mesure où elle est capable de produire de bons matchs, mais elle botche pas souvent. En tout cas, j'ai pas souvenir de gros botches de Bayley, Non, donc c'est exactement ce que j'allais dire. Je l'aurais mis aussi 6. C'est qu'en fait, Mm. elle est lambda dans le catch actuel, surtout féminin. Ouais. Quand on voit ce qui se passe dans le Oh. monde, elle est vraiment lambda. Mais par contre, c'est quelqu'un qui rate très peu de choses. Par contre, elle a pris le finish qu'elle avait dans le circuit, dans ses débuts de carrière, pour le mettre actuellement quand elle est passée heel. C'était la pire erreur, hein, parce que je pense que le Rose Plant, c'est l'un des pires finishes de tous les temps. Et je vois pas comment tu peux rendre ça over. Tu vois, pour le coup. Mais Et en oui, plus, elle était très haute à NXT Black and Gold parce qu'elle donnait des matchs de ouf et oui qu'après elle s'est stoppée là, ouais. Mais d'un autre côté, Alors NXT Minaxi, Black and vous... Gold, ah, pardon. À NXT Black and Gold, Vas-y, vas-y. on dit aussi, bien, et on l'a souvent dit, pour faire un bon match, il faut souvent deux personnes. Et quand elle a eu les vrais matchs, c'était contre Sacha, notamment, où là, effectivement, elle a fait des bons matchs, mais il y avait quelqu'un avec. Là, ici, à WrestleMania 40, bah, c'était contre Io Sky. Donc, effectivement, c'est un très bon match, mais il y a toujours quelqu'un qui suit. Mais c'est rarement elle qui mène le match. Bien souvent, si on parle de storytelling, il y a derrière, il y a une belle histoire, mais le match mais l'histoire tout au long du combat qu'elle peut faire, 9 fois sur 10, c'est son adversaire qui le raconte, je trouve. Mais pour moi, ouais, moi je vous trouve même un peu généreux pour moi. Allez-y, Euh, Messiah. ouais, donc du coup je voulais finir mon point par rapport à ça et en vrai, je pense que Nettie, ouais, t'as probablement raison que vu que ses adversaires sont des catcheuses assez récentes et très fortes, surtout on parle de Yoskai, et que oui, elle s'adaptait, on va dire, au in-ring. Parce que dans sa dernière rivalité, avant de partir vers Lyra Valkyria, avec Nia Jax, elle a fait ce qu'elle a pu, c'était quand même correct, mine de rien. C'est là où je vais sauver un peu le truc. Et là, ça c'était dans le point de l'émission, c'est que là, elle est bloquée dans une storyline interminable en mid-card avec Lyra Valkyria. C'est bien qu'elle push à une nouvelle jeune. Surtout que Lyra Valkyria, moi je la trouve vraiment incroyable dans le ring et qu'elle a besoin justement d'être mise au nu et plus haut. Sauf que le truc, ça finit pas. Et ma théorie, pour revenir sur ce que Loman disait en introduction avant que je parle, c'est est-ce que c'est pas la nouvelle Natalia? Celle qu'on considère oui. comme très forte, mais qu'en fait, elle est lambda moins maintenant, et qu'en fait, elle est pas importante du tout. On la met sur un piédestal, alors qu'en fait, dans les faits, elle est perdue dans la masse, quoi. Ben, ça fait Allez, depuis des rapidement, années. Wally, rapidement, Wally. Après, on fait un dernier petit tour et on passe au prochain sujet.
Oui, bah en fait c'est simplement pour dire que je rejoins totalement ce que Messiah a dit, surtout que le même backstage, elle a un peu pris le rôle justement de Natalia, notamment avec le dernier truc qu'elle a organisé avec les différents talents féminins des trois rosters et je crois même de talents féminins extérieurs à la WWE. Et ça c'était typiquement des choses que Natalia en fait avait l'habitude de Faisait, faire ouais. avec son staff différent. Et je passe le relais à Lunatic. J'ai rien de plus à rajouter. Hein. Vous avez dit ce Ok. que Euh, j'allais dire. Monsieur. Alex, à vous. Déjà, j'ai appris quelque chose. Je savais pas que quelqu'un pensait que Natalia était forte un jour, mais Bah, mais excuse-moi, je te coupe, la vision WWE nous met Natalia comme la GOAT. Alors qu'en fait, dans les faits, pas l'une des pires, mais elle est dans le bas du panier. oui, Hein. Mais, oui, mais je vais te dire un truc. Si ma tante en avait, c'est mon oncle. C'est exactement pareil. Ah, moi, ça, ouais, c'est Et Ok. Non, Nati est après, meilleur que Natalia. pour finir sur Bailey, bah, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, bon, 6 sur 10, je mettrais quand même un petit 7 parce que je reprends encore l'histoire de WrestleMania 40 quand il y a une bonne histoire, un bon adversaire. Ah, excuse-moi, mais le match qu'elle a eu, c'était peut-être le meilleur show de WrestleMania, quoi. Le meilleur match. Donc, quand tu la mets avec quelqu'un qui sait catcher, on peut monter à 8 ou 9. Hein. Alors, Netty, pour conclure. Avant mon arrêt cardiaque, je voulais juste faire Oui, tout à fait. je voulais juste faire un petit juste pour enrichir par rapport à ce qu'on dit sur Natalia. Faut savoir que Natalia, elle est portée comme championne extraordinaire, tout simplement parce qu'elle est arrivée à une époque avec un in-ring où 9 catcheuses hein, sur 10, c'était des divas. Et elle est arrivée avec peut-être plus de connaissances, et donc forcément, on s'est dit, waouh, la fille, elle sait le faire. Mais derrière, on est bien d'accord que, à l'heure d'aujourd'hui, dans le ring, comme dit Bessaya, on l'a fait passer pour la gote. Non, c'est juste qu'à l'époque, elle, quand elle est arrivée il y a 15 ans d'ici, oui, ce qu'elle faisait, c'était très novateur. Mais bon, ce n'était jamais que le titre des divas. Hein. T'es un rageux, il y avait Nikki Bella quand même. Hein. j'allais J'attendais rebondir celle-là. j'allais dire dessus, c'est vraiment du révisionnisme, parce que même à l'époque où elle est arrivée, il y avait déjà Beth Phoenix qui était bien au-dessus, hein. Oui. Et que très vite derrière, on a eu la nouvelle génération, la première qui a été entre guillemets lancée, c'est Paige, qui lui mettait déjà une vitesse aussi. C'est qu'en fait, c'est vraiment du révisionnisme WWE parce qu'elle fait partie de la famille Hart et que c'est tout le potentiel. Mais en fait, elle avait déjà pas le niveau pour moi de base. Et pour revenir sur le nom de la GOAT, ils lui ont même donné le surnom de Boat. Hein. Bateau, voilà, c'était n'importe quoi ça aussi. La meilleure de tous Eh ben, les très bien, temps. Pardon, excusez-moi. Non, j'ai dit la meilleure de tous les temps, Natalia. Comme c'est. Eh L'enclumette. ben, eh ben, très bien, je Quel vous meilleur remercie, monsieur. shooter du business. Alors, on est est-ce que le fait de passer sur une plateforme en streaming et non plus sur une chaîne télé, trouvez-vous que ça apporte un plus ou pas au show hebdomadaire de WWE? Et on commence tout de suite par le duel entre Alex et Messiah. Alex, à toi l'honneur. Alors, pourquoi c'est mieux? Ah, déjà, premièrement, ça apporte plus de visibilité. Netflix, c'est visible dans peut-être pas des sites, je pense des centaines de pays, quelque chose comme ça. Rien que déjà au niveau de la visibilité, c'est mieux. Quand on regarde en France, c'était RTL9 à l'époque, c'était NT1. Là maintenant, c'est AB1. Ça apporte plus de visibilité à la WWE parce que les consommateurs peuvent voir du catch plus facilement. C'est tout. Avant, encore jusqu'à l'année dernière, il fallait être sur AB1. AB1, c'était 10 € par mois, à peu près. Et tu voyais des shows qui étaient diffusés avec une semaine de retard. Là, c'est en direct. Pour nous, Français, on n'a peut-être pas envie de se lever à 2 heures du matin pour regarder, mais tu peux le regarder en rediffusion.
d'un show de 3 heures, il passe à moins de 2 heures en enlevant les pubs. Tu peux faire de l'avance rapide, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça t'apporte forcément plus de visibilité. Après, qu'est-ce que la WWE en font? Ça me regarde pas. C'est eux qui décident. Mais le fait que le catch soit plus facilement regardable, ça apporte plus de monde, plus de visibilité, comme j'ai dit. Donc c'est tout bénef pour eux, en fait. Ils sont pas cantonnés aux États-Unis ou à 2-3 pays. Là, c'est vraiment des centaines de pays qui peuvent le voir, soit en direct, soit en légère diffusion, beaucoup plus facilement qu'une chaîne de télé. C'est tout. Bah, très bien, je remercie Alex. Ah, C'est mon tour, c'est ça? mais ça y est, à vous. Allez, vas-y, Merci, Alex. envoie la sauce. Alors, mon ami Alex, ce que tu as dit, c'est pas faux. Ça, parce que je suis un peu plus nuancé sur ma réponse. C'est plus non dans l'absolu. Mais ce que tu as dit, c'est totalement vrai, surtout pour les fans internationaux. D'avoir Netflix, c'est beaucoup plus simple pour regarder les shows. Non. Parce que tu oublies des points tu oublies des points beaucoup trop importants que je vais essayer de développer. C'est que, moi, je trouve que c'est une moins bonne chose, mais c'est aussi par rapport à comment la WWE gère leurs shows et leur communication. C'est que oui, sur le principe, tout le monde peut le voir. Netflix, c'est beaucoup plus simple. On est dans l'ère des plateformes et tout ça. Le problème, c'est que je vends ma cam, dans la social media era, ils ne font pas de façon à ce qu'on a envie d'aller regarder les shows sur Netflix, en fait. Alors que la télé, au moins les gens se calaient, les familles plus classiques allaient regarder la télé, alors que les fans de catch comme nous, vu que tous les shows sont spoilés sur les réseaux sociaux ou dit instantanément et qui veulent faire que des moments et pas des shows bien construits, et ben en fait le produit Netflix appelle à aller voir les réseaux sociaux alors que ça devrait être l'inverse. Et c'est ça mon gros point. C'est ça mon gros point, c'est qu'en fait, au lieu de la majorité des fans de catch actuels, surtout les jeunes, ils ne regardent pas les shows en entier. En fait, ils vont aller regarder TikTok, ils vont aller regarder Instagram, ils vont aller regarder les shorts YouTube, ou ils vont aller regarder les replays highlights sur YouTube. Et donc en fait, fait que ça donne une mauvaise, on va dire une mauvaise audience, alors qu'ils devraient faire une énorme audience sur Netflix, vu que c'est beaucoup plus simple. Sauf qu'en fait, on se rend compte que les audiences ne bougent pas, et qu'en fait, elles sont limite en dessous de ce qui passait sur la télévision. Et c'est ça mon point en fait, c'est que ça apporte moins parce qu'en fait dans leur communication fait que ça donne, en fait on a l'impression que le produit principal c'est les réseaux sociaux et que Netflix c'est le truc parallèle pour ceux qui ont du temps à les regarder. Sauf qu'en fait ça devrait être l'inverse, c'est que les réseaux sociaux devraient nous donner envie de prendre un abonnement Netflix et d'aller regarder les shows en entier et c'est pas le cas en fait. Mais justement, c'est parce que j'ai pris l'exemple de la France, mais je suppose qu'en Allemagne, en Espagne, en Angleterre c'est pareil. T'as aucune chaîne gratuite qui propose du catch en direct. À chaque fois, t'as des décalages d'au moins une semaine. Et en une semaine, comme tu l'as dit, on est sur l'ère des réseaux sociaux, tu peux être spoilé 1000 fois. T'as même pas besoin d'aller sur Twitter, Facebook, t'as qu'à juste aller sur YouTube. Sur YouTube, t'as des shorts à tort larigot et tu vas être spoilé. Tu regardais le match de SmackDown, le show était même pas fini depuis 30 secondes, t'avais déjà un short que Drew McIntyre avait gagné. Exactement. Donc tu seras à la télé, tu seras spoilé quoi qu'il arrive. Donc, tu prends l'exemple, t'es tranquille sur ton canapé à regarder la télé. Bah, t'as Netflix sur la télé aussi, t'es pas obligé d'être sur ton ordinateur. Ouais, mais ça, c'est la génération qu'on est de maintenant, qui a le plus l'habitude des plateformes et tout ça. Là, je pense que la plupart des familles américaines ou machin qui est leur gros public, il y en a beaucoup qui ont pas ces plateformes-là et qu'en fait, ils veulent avoir leur produit familial le lundi, diffusé à 20h à la télé et en fait, ils auront pas le réflexe d'allumer Netflix. Et pour revenir sur ce truc de réseaux sociaux, on se dit bah c'est cool pour nous, on peut regarder en replay le lendemain et tout ça. Mais justement, si tu ne le regardes pas le mardi matin, eh ben tu vas être spoilé totalement et tu ne regarderas pas le show en complet. Donc en fait, à quoi ça sert que ce soit sur Netflix si tu regardes pas le show en complet? Messieurs, mais on va demander maintenant à notre arbitre et notre juge Netty, qu'avez-vous pensé de ce duel et pour quel team vous êtes? Team Messiah ou team Alex? Alors avant toute chose, il y a à boire et à manger des deux côtés. J'ai pris beaucoup de notes par rapport à ce que j'ai entendu. Donc pour information, hein, j'ai vérifié quand même. Donc Netflix est diffusé dans 190 pays.
Et c'est vrai que bon, chacun a son catalogue. Je pense qu'il y a de bons des deux côtés. Donc c'est vrai que ça permet une ouverture vers autre chose. Moi ici, depuis que Netflix est repassé, je vais parler pour moi. Depuis que Netflix publie le catch, même ici chez nous en Belgique, hein, on a découvert qu'on avait de l'eau et même de l'électricité. Je ne sais toujours pas ce que sont les arbres qui donnent de la lumière en France, mais ça, je compte un jour le découvrir. Moi, il y a un truc que j'ai découvert dedans, en fait, en regardant Netflix, c'est la publicité. Tu C'est rêves, Herbert. interminable. Les, les, les choses sont absolument interminables quand on regarde sur Netflix. Sur les 2h15 que j'ai regardé, et bon, c'est pas un secret, on l'a regardé ensemble avec Loman et d'autres qui étaient avec nous. Il y a eu 3 combats j'avais presque l'impression de regarder Le Miracle de l'amour. Tellement il y avait des storylines et des trucs et des storylines. Je trouve que les choses sont absolument interminables. Maintenant, je vais laisser sa chance au produit. Et étant donné que j'ai envie de laisser sa chance au produit, ben, je vais prendre parti pour Alex, qui essaye une ouverture vers autre chose et me permet de ne pas avoir mon avis de vieux con. Très bien, je vous remercie, Neti. Alors, je vais demander l'avis de Wally et de Lunatic. Alors, vous êtes plus Oui. team Messiah ou team Alex? Ah, je vais être aussi team Alex Champeau. Parce que, D'accord, en fait, merci. quand Alex, tu as parlé de visibilité et d'accessibilité, en fait, bah, pour moi, c'est logique, en fait. C'est logique parce qu'en fait, c'est l'évolution logique, en fait, dans laquelle, on est. Le catch, il a commencé, à la télévision. Ensuite, tu as commencé à avoir les shows TV dans les années 90, donc des shows hebdomadaires, passés en prime. Enfin, avant de passer en prime, ils n'étaient pas diffusés en direct, mais ensuite, ils sont passés en direct. Et ensuite, bah, t'as eu les pay-per-view. Et ensuite, bah, maintenant, tu as le on-demand. Donc, en fait, c'est l'évolution logique dans laquelle, en fait, le secteur du divertissement, en fait, euh, évolue. Donc, pour moi, c'est logique. Après, je ne dis pas que ce que Messiah dit, c'est faux, loin de là. C'est pas ce que j'ai dit Tous les non plus, deux, hein. c'est vrai. Effectivement. Non, vous dites tous les deux des vraies choses, mais je me sens plus. Disons que les arguments d'Alex me parlent plus. Surtout que, mais ça y est, en plus, tu as parlé justement du public familial. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment dire que la WWE sur Netflix, enfin la WWE sous TKO, c'est un public familial maintenant? Enfin, ça, c'est encore un autre En termes de sujet, prix, du coup. C'est un autre sujet, en vrai. encore un autre sujet. Et c'était peut-être le Mais seul le point, point que tu l'évoquais, si je peux me permettre, juste le point que j'ai juste pas pu dire, justement, c'est qu'en fait, moi, j'attends de voir dans le futur, et donc, du coup, peut-être que là, ça me donne tort actuellement, mais que s'ils continuent leur stratégie de réseaux sociaux qui empêche de voir le produit, j'attends de voir dans le temps, c'est tout. Alors, j'attends les paroles du prince de Rousseless. Allez-y, c'est maintenant. Et voilà, on va un peu lâcher les chaînes. Bon, ce qu'a dit ce cher Alex Champeau, c'est vrai, hein, factuellement c'est vrai, voilà. Il a bien donné ses arguments aussi que Netflix c'est dans l'air du temps, voilà. Mais là où je suis plus Team Messiah, c'est parce qu'il y a en fait une réalité, il y a la théorie, mais il y a la pratique aussi. Et dans la pratique, c'est vrai, ça donne plus de visibilité, etc. Voilà, c'est plus accessible, c'est plus facilement accessible, d'accord. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette accessibilité en fait? Parce que récemment, j'ai vu des trucs à propos des audiences Netflix à l'international. Bon, je ne sais plus de combien de temps ça date, hein, mais c'est pas non plus un truc de ouf, quoi. La période d'une de miel est passée depuis des mois. Donc, que ça soit à la télé, que ça soit sur Netflix, bon, le mode de consommation, les gens qui consomment, ben, ça n'a pas plus intéressé que ça, en fait. C'est pas non plus, enfin, ça change pas dans l'absolu, il y a pas plus de gens qui regardent par rapport à l'époque de la télé. Et même là où je rejoins Messiah sur le plan communication, WWE n'aide pas vraiment. Donc, du coup, je rejoins totalement Messiah sur ce point-là. Sur la théorie, je suis d'accord avec Alex Champeau, mais dans la réalité, j'ai plus tendance à rejoindre Messiah. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Bon, après, c'est plus ma vision de la chose.
Ah, c'est fini? Ah d'accord, je continue. Autant pour moi. Donc merci. Là où j'ai envie d'aller plus loin, c'est que bon, WWE, bon, je ne sais plus si c'est l'époque Netflix qui est comme ça ou si c'était comme ça bien avant, mais vraiment ça traîne plus sur les publicités, les expositions des stars, tout ça pour essayer d'attirer un max de gens, mais à la longue, ben ça aide pas. Et en plus, il y a un truc à Raw qui m'a énervé en fait, parce que il y a en fait sur Netflix, Raw, c'est aussi une plateforme pour faire une publicité des autres programmes WWE. Bon, vous allez me dire sur les détours que c'était pareil. Et plus précisément, le fait qui est la publicité de WWE Unreal, ça n'a rien à foutre dans un show hebdomadaire en fait. Surtout le fait, tu es en plein show. Et là, en plein milieu de show, on te dit que, écoutez, on va vous expliquer pourquoi le catch c'est faux. À quel moment ça donne envie d'aller plus loin en fait? Donc même là, ce n'est même pas de la bonne publicité. Donc c'est pour ça que je dis que WWE sur Netflix, ça ne change pas grand-chose pour ne pas dire rien par rapport à la télé en fait. Même si c'est bizarre. Mais c'est différent. Là, c'est différent, ils essayent de vendre produits. Il n'y a plus de K-pop maintenant. Ah oui. Là, ils essayent de vendre produit, là. Ils essayent de se dire, ok, c'est comme toutes les pubs que tu as maintenant. Et très franchement, je préfère encore avoir, quand je regarde les pubs, et pourtant je dis, elles sont interminables. Mais je préfère encore avoir 3 minutes de pub sur Netflix en regardant quelque chose qui va me vendre un prochain truc que je dois regarder sur Netflix concernant WWE, plutôt que de regarder sur AB1 les pubs qui me disent, si t'as envie de rencontrer une femme avec des gros tétés, fais 36-17, moi. Attends, 36-17. Ne mettez pas dans la sauce, s'il vous plaît. C'est pas le moment et c'est pas le podcast. C'est bien dans la sauce. Alors, messieurs, pour les trucs d'insider, fais-le sur Internet. On est en plein social media era, comme le dit Messaya. Pas sur le show en lui. Merci à vous. Messaya, rapidement, et on conclut par Alex Champeau, et je vous dis le nom du vainqueur. Allez-y. Justement, je rebondis sur ce qu'il dit Lunatic, et pour mettre je t'aime à mon ami Netty, hein, mais justement, toi, tu regardes le catch comme on regardait à l'ancienne. Donc en fait, ce produit-là, t'essayes de le consommer comme tu le consommais à l'époque de la télé, mais sur Netflix, mais c'est pas ce que eux te veulent que tu consommes. Et c'est ça le souci. Donc, et t'es pas forcément sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça, donc ça doit pas t'aider. Quand même, hein. En Belgique, il y a les réseaux sociaux. C'est quoi le truc que vous appelez fesse chèvre? C'est comme ça que vous l'appelez? Vas-y, tranquille. Vas-y, tranquille, parce qu'il a découvert la télé en couleur il y a pas longtemps. Alors, Alex, est-ce que vous avez de nouvelles choses ou une dernière chose à nous faire part? Oui, toujours en rebondissant sur ce que disait Messaya. De toute façon, et puis aussi ce que disait Wally, pardon, c'est dans la continuité des choses. Et de toute façon, on sait très bien que la télé, c'est pas un avenir. Parce que quand tu regardes ces dernières années, les plus grosses audiences de l'année, sur le top 10, t'as 9 shows sportifs. C'est pas pour rien qu'Amazon a pris la NBA, la Ligue 1, que Netflix a pris le catch, parce que maintenant, ils se basent sur l'avenir. Et l'avenir, excuse-moi, c'est pas quelqu'un de 40 ou 50 ans avec ses gosses qui regardent la télé. C'est les jeunes qui sont tous sur les plateformes et les réseaux sociaux. Je suis d'accord là-dessus, Alex, mais on disait ça déjà depuis 10 ans et j'en faisais partie en disant la télé est morte. Mais non, en fait, c'est les plateformes qui deviennent la télé. Twitch, les gros Twitchers. Merci, messieurs. Voilà, excuse-moi, je finis juste sur ça. Les gros Twitchers deviennent la télévision dans leurs nouveaux produits et même justement le sport et la télévision, même si c'est sur les plateformes. Et je crois que Wally voulait intervenir par rapport à ça. Oui. Merci à tout le monde. On va conclure par Wally. Ouais, alors c'est juste pour rebondir par rapport à au fait de consommer en fait Netflix et même les autres plateformes. Je sais pas si pour vous c'est le cas, mais pour beaucoup de gens, et surtout que là maintenant les gens en fait sont H24 sur leur smartphone. Au final, tu as des gens en fait qui allument leur télé, vont mettre Netflix
ou Amazon Prime ou ce que tu veux. Et au final, ils vont même pas regarder ce qu'ils ont affiché à la télé parce qu'ils vont scroller en fait sur leur téléphone. Donc en fait, je trouve que ce qu'on a en fait à la télé enfin, ce qu'on a dans les plateformes et dont Netflix par la WWE, c'est dans l'air du temps en fait. Parce que le mode de consommation, et tu l'as justement dit, mais ça y est, à Neti, le mode de consommation n'est plus le même. Vous voulez finir? On est bon, Wally? Oui, oui. Merci. Alors, le vainqueur sur le sujet numéro 2, il a été annoncé dans l'oreillette par le chef qui est en régie. Le vainqueur est Alex. Et je vous remercie. Je vous remercie. Quand je vais le dire à ma mère, elle va être contente. Hein. Et c'est tout pour ce sujet. Et ben voilà, on arrive au dernier sujet. Pourquoi est-ce que de tout temps, les clans ont toujours fasciné les fans de catch et votre top 5 des clans dans l'histoire du catch américain? Alors, on va commencer par Wally. C'est à vous. Oui. Alors pourquoi les clans ont toujours fasciné les fans de catch? Tout simplement parce que c'est cool. Surtout quand t'es gosse et que tu vois des stables en fait qui sont présentés à l'écran, c'est c'est intéressant à voir. C'est intéressant à voir. Moi par exemple, je n'ai pas connu la NWG en direct parce que j'étais trop petit, voire pas né. Mais quand tu vois des stars comme Hogan, Nash ou Scott Hall, tu dis putain c'est la classe. Et au final, je pense que le principe en fait des clans, c'est quelque chose qui dépasse en fait la sphère du catch parce que c'est quelque chose que tu aimes en fait dans divers divertissements, que ce soit dans des séries, soit dans des films, que ce soit dans les jeux vidéo avec des gangs de criminels, etc. Dans les animés Les clans, manga, en fait, les animés mangas, tu vois, c'est quelque chose qui a toujours fasciné en fait les gens, peu importe en fait le type de divertissement. Donc ça c'est pour la première question. Et la deuxième question c'est notre top 5, c'est ça? Alors, attends, le top 5, le top 5, ça sera après. Voilà. Ah, c'est Donc, après, si tu as ok. fini sur la première question, on est bon? On est bon. Ok. Place au prince du Rousseless. Merci Allez-y. votre honneur. Merci votre honneur. Du coup, je rejoins Wally globalement. Hein. Ce qui fascine dans les clans, c'est le fait qu'on voit des individus en groupe, quelques individualités qui forment une équipe et du coup dans l'image c'est cool, c'est super. On voit aussi et surtout dans un cadre exceptionnel, on voit qu'il y a un groupe bien défini, ça donne une certaine spécialité, un certain prestige au groupe en question. Maintenant, là où je dirais qu'il y a des limites quand même, parce qu'il y a des limites dans cette fascination, c'est le fait maintenant de normaliser la chose en fait. Le fait, cette culture du trop qui touche un peu le catch actuel, dans le sens où il y a trop de clans, où il y a pas de clan qui se démarque totalement, à moins qu'il y ait une identité forte. Du coup, le fait de banaliser les clans, ça rend le truc moins cool en fait. Et du coup, tu te retrouves juste avec des mecs regroupés alors qu'en soi ils servent à rien, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ça change pas grand-chose. Je vais prendre un exemple bien précis, la donc Aka Family. la Don Callis Parce Family. que c'est une équipe de foot, le bordel quand même. Et de toute manière, le plus over du groupe, il est non, hein, c'est donc Aka lui-même. Ça vient pas de moi ce nom, voilà, pour les auditeurs. Et dites ça à tonton, hein, plaignez-vous auprès de tonton Feuillon. Et sinon, il y a que 3 mecs qui en ressortent, mais sinon le reste on s'en fout, ça sert à rien, quoi. Donc les clans c'est bien, mais il faut savoir doser, dans le sens où il ne faut pas qu'il y ait trop de groupes en mode interchangeable, quoi. Il faut pas que ça soit banalisé, et aussi il faut pas non plus que ça soit trop, quoi. Parce que dans la NWO, on retient principalement 3 personnes, le reste on s'en tape un peu. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est... Tu retires tout de suite. Tu retires tout de suite ce que tu as dit. Non, laissez-le finir. Laissez-le finir. Objection, votre honneur. Non, refusez.
Donc, pour les clans, ça reste un truc fascinant, ça reste un truc bien dans le catch, mais il faut savoir avoir un équilibre en fait. Trouver un équilibre et il faut que ça soit bien dosé, que ça soit pas trop, au risque que ça ne soit plus exceptionnel. Et non, pour revenir à mon top 5 des clans, j'ai réfléchi Non, tout de suite. excusez-moi, le top 5, ça sera après. Ah oui, Est-ce que c'est vous après. avez fini sur Du coup, cette question-là? Je vous remercie. Place à Netty maintenant. Donc, là, avec ce que Lunatic vient de dire, je suis à 2 doigts de lui envoyer une photo de John Cena pendu. Donc, je vais relativiser. Donc, l'idée du clan, je pense que ça a incroyablement évolué aussi au cours des dernières années. Au début, si on reprend début les NWA, etc., c'est plus un clan qui s'assemble, c'est plusieurs personnes qui s'assemblent pour faire un truc fort. Maintenant, en 2025 et même avant ça, il faut pas oublier l'idée qu'on assemble une équipe, mais que derrière on fait énormément de push. C'est-à-dire que maintenant on va rassembler quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui est au top, et peut-être une ou deux personnes de manière à les pusher. L'idée Évolution. c'est évolution. Exactement. C'est évolution qui crée ça. C'est le groupe qui a créé la preuve, hein, c'est que malgré tout ça a créé des trucs. Là à l'heure actuelle, je pense qu'on essaie un petit peu de faire la même chose avec la vision. Ça marche pas, du moins pas de la même manière, mais derrière la grosse différence c'est que à l'époque t'avais HHH qui prenait tout, hein, et mais derrière il parvenait quand même tout le gratin. Mais Vous avez vous avez le droit de nommer Paul Lévesque, hein. Il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de le nommer. Mais il est parvenu, lui est parvenu derrière ça à construire quand même deux mecs dont un qui a pris une carrière transversale mais était beaucoup plus âgé, et un malgré tout qui est toujours là, même si c'est plus part-timer. Donc maintenant on en est arrivé à ça. Et alors je me permets juste, avant de céder la parole, je me permets juste quand même de citer les soi-disant 3 personnes de l'NWO, et j'ai juste mis ça de mémoire. NWO, Hogan, Nash, Hall, le géant, Brian Adams, Scott Steiner, Buff Bagwell. Voilà, Scott Norton. Non, regarde WrestleMania 31. Il y a les autres ils sont où? Voilà. Pour moi la NWO elle s'arrête à la WCW, elle n'a pas existé à la WWE. Oui. On a ajoutons Booker Titan qu'on y a, ajoutons Booker Shawn Michaels. Ah, tu peux même ajouter Disco Inferno si tu veux, c'est pareil. Eh bien, merci, Netty. Vous avez quelque chose à rajouter, monsieur? Je vous sens un petit peu perplexe. Non, là, je suis à 2 doigts d'aller à la gare du Nord, là. Monsieur Lunatic, vous voulez rajouter quelque chose? Merci. Place au professeur, au professionnel, Messiah. Eh ben, moi, je vais pas rebondir sur ce que vous avez dit, justement. Je vais plutôt, justement, faire mon historien, hein, parce que j'aime bien ça. Netty, on a un peu parlé avec la NWA, où, justement, c'était plus une association de grosses stars qui ont donné le change, et celui qui est considéré comme l'un des plus grands clans de tous les temps, c'est les Four Horsemen, qui ont vraiment envoyé cette vibe de clan pour faire monter des mecs plus jeunes et d'autres gars et faire tourner un petit peu. Ce que Evolution s'est totalement inspiré, hein. C'est à peine caché, hein. Triple H se pilonne tous les jours sur les Four Horsemen de toute façon. Mais moi, je vais aller outre les pays, et je vais aller très très à l'est. Je vais parler du Japon, parce que c'est là où on va dire l'identité de clan tel qu'on le connaît maintenant, c'est là où ça a été le plus popularisé. Parce que même la NWO, Bischoff s'est inspiré de ce qui s'est passé à New Japan avec l'invasion de la UWF. J'en avais déjà parlé plusieurs fois. Oui. Et c'est un truc qui a continué et perduré encore aujourd'hui. En fait, au Japon, peu importe la fédération, hein, que ce soit la plus grosse New Japan, que ce soit chez le Joshi à Stardom, que ce soit la Noah et tout ça, il y a des clans partout. Les gens sont affiliés
sont affiliés vraiment forcément dans un clan. Et en fait, justement, ça permet de pusher les plus jeunes, de mettre en star vraiment les gens très haut, et à tel point qu'en fait, ce système de clan au Japon, même quand les mecs sont débutants et qui reviennent avec leur carrière après leurs excursions et tout, ils sont très souvent affiliés à un clan directement, ce qui permet qu'ils aient un cocon et que ça leur permet d'éclater plus tard. Et c'est surtout que le catch japonais prend son temps en fait dans le développement des stars. Et en fait, en étant dans un clan, ça permet à ce que le mec, on sait qui c'est, on sait à qui il appartient. Et en fait, ça donne une identité. Ils ont la vraie identité, ce que Lunatic disait que les clans actuels aux États-Unis manquent d'identité, ce qui est pas le cas au Japon. Au Japon, les clans ont bien plus d'identité, et à tel point, là, ça a fait mal à beaucoup de cœurs de fans. Le Bullet Club s'est arrêté cette année, par exemple. Donc, j'en parlerai plus tard sur mon top 5, mais du coup, moi, j'aime beaucoup le truc de clan parce que ça met bien en avant les catcheurs, quoi. Eh bien, je vous remercie, Messiah. Et puis, on va finir avec notre premier gagnant du premier duel de ce nouveau talk. Alex. Vous l'avez bien résumé, hein. De toute façon, les clans, ça permet avant tout de pusher les jeunes, comme on a vu dans l'histoire, donc évolution, Nexus, pardon. Mais un truc tout bête, ça limite aussi les emplois fictifs. Parce que quand on regarde le roster WWE actuel, combien il y en a qui passent à la télé comparé au roster tout entier? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut regrouper les gens. Comme ça permet de voir un petit peu tout le monde. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Quand on voit le Judgment Day comment ça a commencé et puis comment ça se termine, c'est un clan qui est oubliable. Mais ça permet de voir de temps en temps Finn Balor, de temps en temps Raquel Rodriguez. Est-ce que c'est passionnant? Non. Mais ça limite l'emploi fictif. Tout bêtement. 50 minutes. Est-ce que Carlito était un emploi fictif? Je sais qu'il avait un verger, après, je sais pas. Excuse-nous. Emploi fictif, c'est la Dom Callis Family, hein. Dans les faits, c'est ça, hein. La Don Callis Family, clans, ils c'est un font quoi? roster à eux tout seuls. Ben oui. Non mais allez suivre Lunatic Enigma sur les réseaux sociaux. Il nous a fait une présentation de match de foot justement par rapport à la Don Callis Family, et c'était génial. Donc je vous conseille d'aller voir ça sur les réseaux. Hein. Merci Magnifique messieurs. 4-3-3. Dernier tour de table. Dernier tour de table. Tour de table avec nos clans préférés ou juste Sur le premier, sur ce qu'on vient de dire. Rien de plus Allez-y. à rajouter. Qui veut prendre la parole? Moi j'ai un petit dernier truc à dire, c'est que j'aimerais bien justement qu'aux États-Unis les clans reprennent une vraie identité forte et pas juste que ça reste cantonné, pas fort, que les clans soient pas trop gros, mais que les clans soient pas trop petits, parce que ça donne des trios ou des stables ou des équipes avec juste une ou deux personnalités en plus. Moi j'aimerais bien des clans à la fois Horsemen en fait à 4 voire à 5, et en fait ça permet vraiment de développer les gens à plusieurs endroits de la carte, que ce soit low card, mid card, main event et scène par équipe en fait. Moi j'aime vraiment bien avec un leader, un jeune à pusher solo, une équipe, un manager, un truc comme ça, et je trouve que ça permet de donner de l'entendre à tête à tout le monde. Ouais, évolution, ouais, clairement. Ouais, clairement. Et moi bizarrement, dans les derniers clans qu'on a eu, moi ceux qui m'ont le mieux plu, parce que peut-être que j'ai vu d'autres choses aussi, et moi ceux qui m'ont le mieux plu, ce sont les clans justement où c'est plein de jeunes qui arrivent et qui essaient de prendre le pouvoir de ce qui est déjà installé. Et ça a déjà été essayé plusieurs fois, hein, on en avait. Ah, Rétribution, c'était bien. Non, mais là ici c'était complètement loupé. Ici j'en parle. Moi par exemple la Nexus, ça m'a permis de retrouver un univers qui me plaisait bien. Alors ça a été un peu loin et il faut remercier un certain catcheur très populaire qui a fait merder le truc. Mais derrière ça, Vous avez le droit de citer des noms. Hein. Vous avez le droit de citer. Alors, voilà, La petite plage John Cena. Ah, c'est donc lui. Et oui, et très franchement, il a vraiment fait de la merde. Moi, dans mon fort intérieur, il a fait de la merde. Il y avait quand même des mecs mais encore bien, certains sont arrivés à quelque chose.
Et ici, je prends justement, il y a Justin Gabriel, malgré tout, qui était quand même plat de talent. Slater, ok, c'était certainement celui qui avait un peu moins. David Otunga, bon, quel a rien à dire. Derrière, avec Curtis Axel, qui était quand même le fils de Kurt Hennig, donc Mr. Perfect, qui avait quand même quelque chose à faire derrière aussi. Wade Barrett, il en est terminé les commentateurs. Donc c'est tout ce qui... Curtis Axel, il avait rien de ses aïeux, là, malheureusement. Hein. Ah, il avait rien de son, il avait rien de son père et encore moins de son grand-père, mais il y avait quand même moyen de faire quelque chose, je pense, de lui. Et alors, vous n'avez pas cité le meilleur membre de la Nexus. Et je terminerai juste là-dessus en disant quand même, à la WCW fin de vie, malheureusement c'était bien trop tard, peut-être 1 an trop tard, mais eux aussi ont essayé de faire la même chose en pochant des jeunes qui sortaient de leur centre de formation qui s'appelait le Power Plant, et dedans il y avait énormément de jeunes plats de talent, malgré tout malheureusement qui sont pas arrivés, mais le seul qui est arrivé, donc dedans il y avait Sean Stasiak, anciennement Meat à WWF, il y avait Sean O'Haire, paix à son âme, qui pour moi est le plus grand raté de l'histoire du catch. Mark Jindrak, qui a eu une excellente carrière, mais plutôt au Mexique. Bon, il y avait Reno, Johnny Stamboli, qui eux ont, enfin lui, il a une toute petite carrière WWE. Et dedans, celui qui aura le mieux réussi malgré tout, pour ceux qui s'en souviennent, c'est Chuck Palumbo, qui fera une équipe avec Billy Chuck, mais malgré tout, qui est encore assez populaire aujourd'hui, parce que c'est un des grands potes de l'Undertaker, parce qu'ils aiment bien faire de la moto. Eh ben, je vous remercie. Pour conclure, je pense qu'on peut laisser un petit peu la place à Lunatic pour John Cena. Allez-y. John Cena n'a rien fait. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas entendu votre phrase. C'est qu'est-ce qu'il a fait avec un certain clan, John Cena, justement? John Cena, de la merde. il les a terminés, mais il n'a rien fait de mal. Voilà. Oui, ça alors. Mais John Cena, il aurait enterré la médiocrité. Ah, ce fameux tweet, Wade Barrett s'en est toujours parmi. Hein. Il n'a pas enterré la médiocrité. C'est Nexus, Nettie l'a dit, c'était un des clans qui pouvait être ultra dominant. C'est les mecs qui sortaient d'NXT, une émission qui était Interville. NXT qu'on connaît. C'était des catcheurs prometteurs. Vince, il leur a fait jouer à la balle aux prisonniers pendant 2 mois. Les mecs, ils sont arrivés, ils ont pété un câble, ils s'en sont pris au visage de la WWE. C'était génial. Ils pouvaient dominer pendant des mois, peut-être même des années pour certains. Sauf que, va savoir pourquoi, Cena, il n'a pas aimé, il a fallu qu'il les casse. Le deuxième duel est gagné par Alex Ciampa. Merci tout le monde, on va passer au top 5. Oui. Passons au top 5. Merci tout le monde, on va passer au top 5. Merci. Alors, on va passer au top 5 des meilleurs clans de l'histoire du catch américain. Américain ou de tous les temps dans l'histoire du catch américain, mais de tous les temps. Moi, je vais parler de clans qui ne sont pas américains. Alors, pour le coup. Ouais, pareil. Disons qu'en fait, dans mon top 5, il y avait un clan qui n'était pas du catch américain, donc ça va plutôt être un top 4, alors à ce moment-là. Non, je vous autorise. Bah tiens, on y va tout de suite. Monsieur Wally. Ok. Alors, en numéro 1, je mets la NWO. Je vais pas m'attarder là-dessus. Tout le monde connaît la NWO et ce qu'elle a représenté. Et comment elle a inspiré aussi d'autres clans. En numéro 2, la DX. En numéro 3, le Bullet Club. En numéro 4, les Four Horsemen, pardon. Parce que c'est pas un clan. C'est pas un sacrilège de dire les women. Moi, je t'en demande. Oui, mais c'est pas vraiment un clan. C'est plus en fait une association en dehors des rings qu'autre chose. Ça n'a jamais été une équipe à part entière. Qu'on plus marché que certains clans. Effectivement. Et en numéro 5, la Hart Foundation. Et mention spéciale au Shield, la Bloodline et la Nexus. Oh Ok. Le Shield, on va passer directement à Alex. On passe directement à vous, Alex. Vous avez des choses à dire? Mon top 5? Oui. On y va. Je crois qu'il y a plus une réponse pour moi.
Non, bah, réponse à Wally. Non, pour moi, le Shield, c'est pas un clan. C'est une association de jeunes qui a super bien marché, mais c'est pas un clan. S'il y avait eu Kurt Angle en plus, là, oui, d'accord, mais Bah voilà, tu as ta réponse. donc après, pour mon top 5, ben, les GOAT, l'évolution, tout simplement. Il y a rien d'autre à dire. C'est, voilà. La Nexus, parce que comme j'ai expliqué précédemment, ils ont eu des débuts tonitruants, qui malheureusement, il y a un certain catcheur qui a décidé de prendre une pelle un petit peu plus grosse que celle de Triple H. Tu fais pas 200 œufs par contre. Non, 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 je le dis tout de suite. La Wyatt Family, parce que c'était un clan vraiment impressionnant. L'univers de Bray Wyatt, c'était vraiment génialissime. Et derrière, avec un Luke Harper qui avait une tête de cinglé total, qui était super génial. Et j'ai une petite mention à faire aussi sur Blackpool Combat Club. C'est un clan quand même un peu plus récent, mais il y a tellement de charisme là-dedans, tu peux mettre le titre sur n'importe quel mec, ça va passer crème. C'est une association que je trouve géniale. Je valide ses propos. Eh ben, je vous remercie, Alex. Ben, on va passer directement à vous. Vous avez pris la parole. Messaya. Oui. Alors, il y aura mon clan préféré de tous les temps dedans, mais j'ai envie de parler un peu de clans pas forcément connus, mais qui sont vraiment très très bien. Donc, il va y avoir du Japon, hein, excusez-moi. En top 5, par contre, c'est très connu. Alex l'a dit. Je mets Evolution. Parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à suivre le catch de manière régulière, et donc du coup c'était parfait. En 4e position, je vais parler justement d'un clan qui a été sur plusieurs continents et qui a perduré beaucoup à la New Japan en ayant une petite annotation, mais je vais parler du clan des Los Ingobernables, les Ingouvernables, qui a été créé au Mexique et qu'ensuite Tetsuya Naito l'a pris pour faire la version japonaise pour devenir Los Ingobernables des Rapon. Donc vraiment un clan génialissime et qui avait une esthétique de ouf en plus, et avec des énormes catcheurs qui sont passés dedans. Hein. En 3, évidemment, je vais mettre la NWO. Hein. La NWO, on a fait la vidéo dessus, je vous conseille d'aller voir de ce qu'on dit dessus. C'est l'une des meilleures esthétiques de tous les temps pour un clan pour moi. En 2e position, je vais pas mettre les Four Horsemen bizarrement, mais j'aime bien Wally l'a cité, donc moi je vais le mettre là. La Art Foundation en 1997. Vraiment exceptionnel. Bret Hart Hill qui rassemble toute sa famille alors qu'il avait des conflits avec tout le monde. De voir Brian Pillman et tout, moi c'est vraiment un truc que j'adore. J'adorais ce clan qui était Hill dans tous les États-Unis et qui était les héros ultimes au Canada. Donc c'était génial, et en Europe. Et en premier, je suis obligé de les citer, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mon clan préféré de tous les temps, c'est le Bullet Club. Les héritiers directs de la NWO, qui ont fait leur plus gros passage de chemin au Japon, qui ont même été apportés aux États-Unis avec la deuxième partie du clan qui est l'élite. Et en fait, tout ce qui tourne autour du Bullet Club, j'adore, sauf House of Torture. Mais c'est mon clan préféré de tous les temps, parce qu'on est sur énormément d'années, qu'il a eu énormément d'évolution, et ça a sorti beaucoup des meilleurs catcheurs du monde dedans, en fait. Voilà. Et mention spéciale au Blackwood Combat Club, qui est devenu les Death Riders, excusez-moi. Grosse mention aux Death Riders que j'aime énormément. Merci. Je passe la parole à Netibus. Moi, je suis très étonné que personne n'ait cité les 5 clans que je vais citer, qui pour moi sont les 5 meilleurs de tous les temps. Rétribution, Immortal, Fortune, The Brand et Sanity. Ouais. Insanity, excellent. Fortune. Allez, sérieusement, donc la NWO inévitablement, parce que ça c'est mon truc à la vie à la mort. Alors il y a Wyatt Family, la Wyatt Family, j'ai adoré. La Nexus, et Undisputed Era et le NWO Wolfpack, mais là c'est parce que j'étais un gosse à l'époque et j'ai adoré. NWO for life, mon gars.
NWA for life. Bon, ça, la différence, hein, parce que nous, on est nés après les années 80, donc. Tiens, celui-là, c'est celui d'Austin. Tu vois celui-là? On va conclure par Lunatic. Oui, je suis là. Du coup, pour mes 5 clans favoris, bon, je vais commencer par la Nexus. Non, je rigole. Ah Une blague. Et s'ils étaient si bons, ils auraient une carrière quand même à Grisna. Bon, mais bon, c'est pas le sujet. Mention spéciale à Evolution. Je vais faire un top 5 en partant du 5e. Évolution, pour son histoire et aussi pour la réussite de chaque catcheur ayant composé ce clan. En numéro 5, je mettrai la Legacy. C'est un clan qui m'a marqué quand j'ai commencé le catch. C'est vrai que c'est pas très populaire, mais je trouvais que le clan était quand même assez pertinent pour ce que ça valait en fait. Surtout pour Manu et Sim Snuka. En plus, tu avais Manu dans le clan. Manu et Sim Snuka, hein, vraiment les 2 meilleures réussites du clan. Vraiment. Ils ont cartonné. Et aussi, ça a bien mis en avant le fait que bon, on le note assez peu ou alors on ne veut pas le noter, c'est que les clans, ça sert aussi à légitimer un gars bien précis aussi. Que tout le monde va pas forcément sortir over de là, mais ça permet de plus légitimer un mec plus haut par rapport à ce qu'il était avant, c'est-à-dire Randy Orton, et ça nous a permis d'avoir Cody Rhodes aussi, hein. Pour dire comme quoi c'est pas tant un échec que ça, même si on a attendu. Ensuite, il y a The Shield, hein. The Shield, c'est vraiment un clan qui a très bien marché aussi bien par rapport à son parcours, par rapport à sa carrière. J'ai vraiment connu le Shield en 2017 et j'ai beaucoup aimé, mais même avant c'était super et ça a permis d'avoir 3 gros stars quand même, 3 des plus gros stars du catch actuel, hein. Ceux qui n'arrivent pas souvent dans les clans en soi, surtout que c'était 3 randoms de base. Ensuite, je sens un Wally sauvage qui va rigoler. Mais bon. Je vais rien dire. J'ai beau mépriser la période NXT Black and Gold, mais Undisputed Era, hein, c'est l'un des rares trucs à sauver de cette période-là. Et surtout, j'ai beaucoup aimé. Soul, baby. J'ai bien aimé ce qu'ils ont proposé dans ce clan-là, voilà. En numéro 2, parce que c'est un truc où je peux m'identifier, la Nation of Domination, voilà. Oh, donc, voilà, We Are the Nation. Du coup, un clan qui a marqué l'Attitude Era et le premier gros clan de l'Attitude Era aussi, j'aimerais le dire, hein. Ça fait plaisir que tu parles de Nation. Parce qu'on l'a pas cité, c'est vrai que c'est vraiment cool de parler de la Nation. Ouais. Surtout, je trouve Farouk très sous-coté pendant cette période-là aussi. Vraiment, et ça nous a permis d'avoir The Rock, voilà. Et il a touché le rocher, hein. Ouais. Voilà, c'est ça. La caillasse. Voilà, la caillasse. Et le numéro 1, D-Generation X, hein. D-Generation X, vraiment, clan référence du catch aussi, hein. Réponse à la NWO, ça quitte, voilà. Donc, c'était très cool dans le politiquement incorrect. Et ce qui a suivi dans les années 2000 aussi, j'ai beaucoup aimé l'équipe en Triple H et Shawn Michaels, hein, même si c'est très décrié par les fans de catch globalement. Donc, voilà mon top 5. Mais j'aimerais bien rebondir sur le Shield, que quand on parle des clans, rapidement, je l'ai dit précédemment, pour moi c'est pas un clan, c'est plus une association, mais ils ont le mérite d'avoir marché aussi bien en heel qu'en face, qui n'est pas donné à tous les clans. Aussi, c'est vrai. Et j'ai un tout petit point sur DX aussi, si vous voulez. Mais le face turn se fait au très bon moment aussi, hein. Ils étaient à la fois pour heel, et là c'est un de leurs meilleurs quand même. C'est un des meilleurs heel turn quand même qui s'est fait. J'ai un tout petit point sur la DX aussi, c'est pour ça que je l'ai pas noté, si vous voulez. Ouais, j'ai juste un tout petit point sur la DX, c'est pour ça que je l'ai pas noté. Parce que la DX originelle n'est pas un clan, hein. C'est Shawn Michaels avec 2 valets. Parce que Hunter à l'époque c'est son valet, hein, littéralement. Et Shayna aussi. Donc pour moi je considère comme un clan. Pour moi le vrai clan c'est DX de Triple H, la DX Army, avec X-Pac et les New Age Outlaws.
Alors moi j'ai largement hésité Merci. entre NWO Wolfpack et l'ADX de l'époque Triple H, effectivement. Eh ben super. Eh ben très bien, je vous remercie les amis. Je pense que ça y est, on y est. La fin arrive. Euh, je vais, je vais vous laisser dire les derniers mots. On commence par Wally. Alors, est-ce que c'est un mot global ou c'est toujours en fait sur les clans? Un mot global pour finir l'émission. Bah, très content d'avoir participé à cette émission. J'ai bien aimé le concept et les sujets en fait qui ont été évoqués. Bien aimé aussi le fait que bah on ait des avis partagés, à la fois partagés et à la fois communs. Donc c'est bien en fait pour la discussion, pour l'animation. Euh, Mhm. donc c'était un plaisir et on espère avoir la poursuite en fait de ce concept d'émission en fait s'avancer dans le temps. Et ben voilà. Je vous remercie Wally. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Lunatique. Ben, ce fut une bonne émission et franchement, ce fut un honneur de participer à ce premier épisode. Les débats étaient intéressants, voilà, et franchement, ce fut un plaisir de discuter avec vous tous, hein. J'attends Alex Champeau au tournant, voilà, dans les prochaines émissions. En attendant d'avoir des... Attention Ramirez! Attention Ramirez! Ça ne devrait pas tarder. Avoir des sujets où j'aurais matière à vraiment me lâcher, mais sinon, globalement, c'était cool. Et j'espère que cette émission continuera à perdurer dans le temps. Donc, merci à J'espère. votre auteur, Loman, et merci à tous. Merci à vous et portez-vous bien. Merci, Sec. Alex, au revoir. Oh, bah, écoutez, j'ai très ravi pour l'invitation. C'est un beau concept. Ça nous permet, bah, de parler de sujets qui pourraient paraître lambda, mais qui au final deviennent de super conversations. C'est pas donné à tout le monde de parler de Bailey comme ça pendant une demi-heure. Donc, elle doit être contente où elle est. Et pour ce qui concerne Lunatic, j'ai souscrit mon pass Navigo. Oui, bien sûr. Voilà. Donc je devrais avoir 50%. Le problème, c'est qu'il faut que je passe d'abord pour la gare de Lyon. Donc je sais pas comment on s'organise. On s'organisera, on trouvera un créneau. T'inquiète. Ça marche. Eh ben, en tout cas, je Encore vous merci pour Alex. l'invitation. Merci à vous et à bientôt. Bonne soirée à vous. Monsieur Netty, Oui. Donc, moi, je m'en cache pas. Hein, donc, moi, c'est un concept que j'ai trouvé vraiment très très bien réfléchi, très bien pensé. J'espère évidemment que ça se poursuivra. Je le dis toujours et je le redirai jamais assez. Je considère que ce qui rassemble la commune du Discord, c'est aussi les différences et le fait aussi qu'on ait des avis assez tranchés, mais par contre qui se font toujours dans le respect et qui permettent à tout un chacun de s'exprimer. Et ça, c'est le plus important. J'espère. C'est surtout aussi des commentaires très pertinents. Et c'est vrai que moi je suis un des plus anciens de la chaîne, mais c'est vrai que de temps en temps, et c'est toujours super bien de voir des gens qui regardent le catch peut-être depuis 10-15 ans, et de voir un petit peu eux ce qu'ils pensent. Mais comme je le dis à chaque fois, l'avantage c'est que ça se fait toujours de manière très bienveillante, et ça c'est très bien. Donc écoutez les gars, une prochaine dès que vous avez besoin de moi, hein. Toujours un plaisir. avec grand plaisir, Netty. Et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Et bravo à Loman pour son dévouement pour la créativité de la chaîne. Je vous remercie encore. Un grand merci. Messaya, à vous. Bah oui, je vais donner le mot de la fin parce que on est sur la chaîne des couleurs du catch. Déjà, je tenais à remercier tous ceux qui sont venus pour ce pilote. Donc je remercie Lunatic, je remercie Netty, je remercie Alex Champeau, je remercie Wally et évidemment Loman d'avoir présenté cette émission qu'on espère devenir récurrente. C'est un concept qui me plaît vraiment, surtout que vous avez tous une personnalité qui est vraiment forte
Et nos autres intervenants, j'espère que ce sera du même acabit. C'est cool de pouvoir débattre et que chacun donne son point de vue parce que comme il dit Netty, on a tous nos avis tranchés et c'est bien de pouvoir débattre dessus et donner notre avis, surtout qu'on est de multiples générations et on n'a pas forcément connu le catch pareil. Et vraiment, je le dis plusieurs fois, je vous remercie souvent dans les vidéos et je vous remercie maintenant. On a vraiment une commu incroyable. Je vous aime énormément les gars et c'est cool de vous avoir sur notre chaîne et j'espère que que ce concept-là va se refaire incessamment sous peu. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne soirée à vous, Messaya. Et merci encore. Je vais conclure. Donc, je remercie Thomas qui était en régie et je remercie Messaya, les deux tenanciers de la chaîne, qui nous ont accueillis ce soir. Et merci à tous les intervenants. Franchement, c'était top. Vraiment géniaux. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau talk. Bonne soirée à tout le monde. Ciao.